Enzo, tu restes là? Tu m'autorises à rester là ou tu veux que je me dégage pour me punir? Non, 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 t'inquiète, je t'autorise à rester parce qu'en plus, tu vas me servir parce que j'ai une envie très pressante. Allez. Et tu vas pouvoir m'aider au niveau des stats et de la review de la saison dernière. Eh ben, lance-moi ça et je m'en occupe. Voilà, alors, dernier visuel des poteaux de By the Numbers qu'on remercie encore, qu'on ne Ah ouais, remerciera jamais assez. forcément, franchement, merci encore à vous les gars, je sais pas si vous nous écoutez, mais ceux qui nous écoutent, franchement, grosse force à By the Numbers Ouais, qui nous a fourni tous les graphismes de stats, qui nous a mis en format paysage et tout, travail de super gentil de ta part. qualité. Et du coup, bah, je te laisse présenter. Et bah, les gars aussi, Titouan et Grant William SFR, du coup, c'est quoi ton prénom? Kevin. Kevin. Ouais, du coup, bah, Kevin et Titouan réagissaient avec, mince, comment il s'appelle ce con là qui dort Allez, avec bravo, Enzo. allez, elle Avec a Enzo pité. pour cette review de la saison passée. Moi, j'arrive. Bah, du coup, la saison passée, les Celtics, franchement, sûrement la meilleure saison depuis le fameux titre avec Paul Pierce, Rondo, etc. Puisque c'est la première fois que vous atteignez. Non, il y a une autre finale, je dis de la merde. C'est la première fois que vous atteignez les finals depuis cette époque-là et depuis la défaite face aux Lakers. Euh, C'était pas forcément attendu. On a vu une équipe qui a su step up durant la saison. Je pense notamment à Jason Tatum qui s'est vraiment transformé en réel leader, en réel two-way player et qui a pu montrer des très belles choses en playmaking aussi. Donc, il devient vraiment le joueur all-around qu'on attendait de lui qui soit. Donc voilà, donc on le voit 9e offensive rating, premier defensive rating, la meilleure équipe de la saison en défense, notamment grâce au Depoy Marcus Smart, premier guard à être smart. Premier guard à être Depoy depuis Gary Payton, premier Ouais, du être nom, smart aussi. à être smart aussi. Malgré quelques hicks en playoff, je pense forcément à un Marcus Smart un peu en dessous, un Tatum blessé à l'épaule, un Brown qui a su avoir ses bons matchs comme ses mauvais matchs. On arrive quand même en final de conf, on sort les Nets 4-0, on sort les Bucks 4-3, on sort le Heat 4-3. Mais face aux Warriors, et je pense que le fait d'avoir enchaîné 2 séries en 7 matchs pendant que les Warriors n'ont joué qu'au maximum 6 matchs sur une série, je pense que ça vous a été assez fatidique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette saison et surtout de ce run de playoff? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a des regrets? Ou est-ce que c'était full hype, full Viva Colombia et, euh, et on repart avec une meilleure équipe l'année prochaine? Vas-y, Kevin, je t'en prie, commence. Ok. Bah déjà, bonne rêve au Viva Colombia, ça, la personne en question sera appréciée. Et pour le run, déjà la saison elle était incroyable, vraiment incroyable, parce qu'on passe d'une saison complètement ratée, d'un effectif qui ne se comprend pas, de joueurs qui ne se comprennent pas. Si vous vous souvenez sûrement de Marcus Smart qui avait, j'irais pas dire descendu publiquement, mais Ah, quand même. ouais, on peut le dire, oui, oui, descendu publiquement, on peut le dire. Tatum et Brown, en quoi ils veulent pas passer la balle, les défaites vraiment galères. Les fins de match. Moi, Ouais, j'ai les fins de j'ai match, souvenir c'était. de fins de match catastrophiques de votre part où vraiment ça choque. Il y a Ouais, des 13, plus 14, plus 15 qui partent en fumée en même pas un carton. Donc, moi, j'avais surtout souvenir en début de saison où je crois que vous êtes même jusqu'à la 13e place de la conférence à un moment, où vraiment c'était ouais, une équipe très, très, très faible mentalement et limite au bord de l'implosion. ouais, je crois que le pire qu'on ait atteint, je crois que c'est la 11e place. C'était vraiment le pire. C'était au moment où on a été battu sur un buzzer de RJ Barrett face aux Knicks. Hum, hum, hum. Et ouais, on était vraiment pas bien. Pour moi, le moment où justement ça a changé, c'est ce match-là. Après, je pense que c'est un tout, mais à ce moment-là, quand on se prend un buzzer de RJ Barrett au Madison Square Garden, avec les fans en furie, ouais, je pense que ça, ça a remis un peu les choses en place, enfin, on va dire. Et puis là, tout a changé. On est passé littéralement d'une équipe on voulait juste tanker à on vise le titre.
Mais vraiment, dans une période de 1 ou 2 mois max, on est passé, on se met à jouer correctement. Jason Tatum nous fait en mars le Jason Tatum en mars, hein, le grand classique depuis quelques saisons qui aime bien être bon en mars. Et on arrive en playoff avec énormément de confiance. Pour débuter les playoffs, je pense que j'aurais jamais cru qu'on mettrait 4-0 aux Nets. Je savais que les Nets c'était un peu dysfonctionnel, mais de là à mettre 4-0 à une équipe composée de KD, de Kyrie, donc nos pires ennemis, nos meilleurs ennemis en quelque sorte aussi, sur le buzzer de Tatum aussi au Game 1 qu'on a vécu en live et qui fut dingue. Mhm. Donc mettre 4-0 déjà c'était inespéré. Battre Milwaukee, même sans Middleton, il y avait de l'espoir, mais ouais, Milwaukee ça a été également difficile, vraiment difficile parce que Giannis nous a lâché mixtape sur mixtape, son 40 points, 20 rebonds, je pense qu'on s'en souvient encore. Le Game 6 de Tatum, il nous sauve. Le Game 6 à Milwaukee, sans lui, on n'en serait pas là. Juste pour rappeler, parce que beaucoup ont critiqué Tatum en finale, parce qu'il a fait de très mauvais finales, et d'ailleurs à juste titre. Mais son Game 6, sans ses 46 points, on serait pas là aujourd'hui. Et puis après le Game 7, c'était le grand Williams Game. Et puis Miami, Miami, on les bat également en 7 matchs, extrêmement serrés, vrai match de barbelé. Euh, Jimmy Butler qui nous sort vraiment de gros matchs. Mais on arrive à les battre à Miami, sans avoir stressé, puisque si le shoot de Jimmy Butler à 3 points rentrait, je pense qu'on n'en serait également pas là. Voilà, ça se joue vraiment à plein de détails, cette saison, et même ces playoffs, que ouais, c'était miraculé pour tout le monde. À partir du moment où on a réussi à passer Brooklyn, enfin, mon avis, je sais pas ce qu'en pensera Titouan, mais c'était quasiment que du bonus. Alors quand on a battu Milwaukee, Miami, c'était incroyable. Puis oui, les Warriors, on était trop courts. On était beaucoup trop courts. Alors du regret, absolument pas. Un peu déçu forcément qu'on arrive au final et qu'on soit l'équipe perdante. Et absolument aucun regret et beaucoup de fierté d'avoir vécu la meilleure saison depuis que je suis les Celtics et probablement la meilleure saison depuis le Big Free. Titon, toi, tu penses quoi du coup de cette finals contre les Warriors? Est-ce que c'était vraiment mission impossible, trop expérimenté, Curry trop fort? Ou est-ce que tu te dis vraiment, il y avait mieux à faire? Alors déjà, si je peux revenir un peu sur la saison, mais très rapidement, je pense qu'en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que, alors c'est plus facile à dire maintenant, mais en fait, je suis moins surpris que beaucoup de gens sur la physionomie de la saison des Celtics. Dans le sens où on a eu Marcus Smart qui était replacé, enfin changement de meneur titulaire. Mm. Pour la première saison, on donnait vraiment officiellement les clés du camion à Tatum. Avant, il y avait toujours un Kemba dans ses pattes, un Gordon Hayward, un Kyrie Irving. Et nouveau coach surtout. Non seulement nouveau coach, mais coach en plus qui était ancien assistant. Donc vraiment, pour l'équipe, c'était un nouveau coach. Et pour le coach, c'était un nouveau métier. Donc c'est des choses où en fait on pouvait s'attendre à un retard à l'allumage. Donc au final, c'est pas très surprenant qu'on ait eu autant de difficultés en début de saison. Après, ce qui est le plus surprenant, c'est vraiment le delta en fait entre le début et la fin. Moi, j'étais le premier à dire faut être patient si on fait un mauvais début de saison. Par contre, j'étais aussi le premier à dire si on passe un tour de playoff, ça sera déjà bien parce que pour moi, c'était une saison de transition. Je pensais vraiment pas qu'on allait être aussi fort en fin de saison. Après, pour les playoffs, il y a des résultats qui sont un peu. Si on regarde par exemple le premier tour face aux Nets, on se dit oh, on a sweepé les Nets. Faut pas oublier que c'est 4 matchs où c'est 4 matchs serrés en fait. Et sur les 4 matchs, ça aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. C'est clair. Notamment le premier match où on a le game winner de Tatum. À l'inverse, par exemple, les matchs contre les Bucks ou même contre le Heat, ça va jusqu'en 7 matchs. On se dit, ouais, c'est une série serrée, alors qu'en fait, chaque match, c'est serré dans le sens où ça va jusqu'au Game 7. Même il n'y a que Mais les blowouts. Non. c'est quasiment que des blowouts. D'ailleurs, je me souviens de la série contre le Heat où beaucoup sur Twitter disaient, mais c'est dégueulasse à regarder en fait, parce que t'as des blowouts tout le temps. C'est t'as ça, aucun ça a été un suspense. peu les playoffs 2022. Ça a été un peu ça partout, Est et Ouest. T'as eu beaucoup de blowouts.
et pas vraiment des séries serrées en mode 1-1, 2-1, 2-2, mais en vrai, Bah, les matchs, à y a- part les Celtics Nets, hein. à part Celtics Nets, ouais, mais t'as, t'avais vraiment le consensus pour dire, bon bah ouais, à la fin du troisième quart-temps, ouais, mince, il y a plus 22, quoi. Mais d'ailleurs, à part le Celtics Nets, et bizarrement, le Celtics Nets, tout le monde dit que c'était une série où les Celtics ont roulé sur les Nets parce qu'il y a 4-0 à la fin, alors qu'en fait, non, c'est une des séries qui a été la plus serrée en termes de score en fait par rapport au match. Après, du Mais coup, ça, pour arriver au. c'est le FC Box Score, ça, qui dit ça, je le reconnais, ça. Mais après, pour ce qui est du match, du coup, de la finale face aux Warriors, je pense tout simplement qu'en fait, on était rincés. Je pense on savait qu'une de nos problématiques, c'était la profondeur de banc. Et en plus, alors bon, il y a cette excuse des blessures. C'est vrai que Smart a eu des petites blessures, Robert Williams, Tatum. Mais bon, de toute façon, tu arrives en finale NBA, que ce soit les Warriors, les Celtics, peu importe l'équipe, tu arrives en finale NBA, il y a forcément de la fatigue. Tu viens de jouer 82 matchs plus 3 séries de playoffs, forcément, il y a de la fatigue. Ouais, et Mais puis... quand tu es une équipe comme les Celtics qui avait des problèmes de profondeur de rotation, bah forcément, ça te marque encore plus. Et c'est pas une excuse. Je pense que les Warriors, c'était tout simplement meilleur. Et les Celtics, avec un coach rookie. En fait, pour moi, les Celtics étaient pas assez forts, pas assez Expérimenté. profonds en termes de profondeur, voilà, pas assez d'expérience. Et pour moi, c'est pas grave en fait. Oui, Hmm. Tatum a pas eu le niveau qu'on attend d'un franchise player, mais c'est ses premiers playoffs, enfin ses premières finales ses premières finales NBA, je vais y arriver, pardon. Ime Udoka, c'est sa première saison en tant que coach, ses premières finales NBA. Pour tout l'effectif, c'était leur première finale NBA. C'est ça. Donc en soi, c'est pas choquant en fait. Il y a de la frustration, mais quand on regarde vraiment au début de la saison, qu'on voit nouveau meneur, nouveau coach, qu'on voit les débuts de saison, le temps que tout ça se mette en place et tout, arriver à la fin de la saison, 6 mois, au mois de novembre ou décembre, on m'avait dit les Celtics, ils iront en finale NBA, ils perdront, je l'aurais signé tout de suite. Bah, Tout le monde. surtout, les Celtics, là, donc t'es arrivé cramé en finale, t'as payé ton run incroyable pour revenir tout en haut de la conférence Est. Ah, je sais pas qui c'est qui disait dans les commentaires là, c'est Jedel et Padawan. Jedi et Padawan. Padawan, ouais. Un Qui fidèle. disait, alors je sais plus où il est son truc exact, mais en gros il disait les playoffs des Celtics, ils ont commencé au mois de janvier. C'est ça. Et en fait c'est ça, c'est parce que on avait pris tellement de retard en début de saison qu'on a dû jouer comme si en mode playoff où il faut vraiment tout gagner dès janvier en fait. Ah, Et c'est vu que sûr. t'as pas beaucoup de rotation, bah t'avais des Tatum, Brown qui jouaient 38 minutes par match parce que t'étais obligé, tu pouvais pas te permettre de faire tourner et de perdre un match par-ci par-là. Mais bon, du coup, grosse saison des Celtics, mine de rien. Un peu surprise quand même, on les attendait pas forcément là, aussi fort. Et bah, du coup, il y a eu une petite free agency quand même qui s'est pas tout mal passée, non? Franchement, Quelle transition. incroyable, hein, t'as vu, hein. 11h15, 20h de live d'affilée, c'est bon, on est bon, hein. Brad Steven GM qui a fait le taf, on peut le dire. Exactement, bam. Ah bah depuis qu'il est là, je pense que s'il y en a un qui est quasi irréprochable, Oh la vache, ouais, franchement, hein, et c'est quand même pas mal ce qu'il a fait, hein. Parce que c'est- refourguer, et parce que ça a commencé en refourguant Kemba, alors avec un tour de draft certes, mais pour récupérer un Horford que tout le monde disait cramé, mais faut pas oublier qu'Horford, à partir alors je sais plus la date exacte, mais à partir de février ou mars à OKC, il est mis au frigo. Donc en fait, c'est comme s'il avait fait quasi une saison Ouais. une demi-saison Mais de même repos. il fait revenir Tays en janvier aussi, franchement, il a fait des très très bons matchs, Tays, pour soulager les Horford, les Rob Williams et tout. Ouais, Donc c'est ça sûr. Ouais, aussi, non mais moi le boulot de Brad Stevens est quand même assez incroyable. C'est vrai que là je parlais de coach rookie, de Marcus Smart en meneur titulaire pour la première fois, etc. De Tatum qui a vraiment les clés du camion. Faut pas oublier qu'on avait aussi un GM en rookie. Donc non, c'est vrai que pour une équipe avec autant de nouveautés en début de saison, c'est quand même incroyable ce qu'ils ont fait, même s'il y a toujours cette part de déception de perdre en finale. T'es jamais content de perdre de toute façon. C'est clair, mais du coup, tu te retrouves avec un roster quand même inchangé, pratiquement, parce que au niveau des départs, voilà, Broderick Thomas, Matt Ryan, c'est très superficiel. Et bah, tu te retrouves avec quand même un bon Malcolm Brogdon qui...
Enfin, quelle signature, quand même. Matt Ryan, si je peux ajouter, Matt Ryan qui est toujours dans l'effectif des Celtics pour le training camp. Donc il peut toujours, il y a des places de dispo, donc il peut toujours Hmm. arracher une place. En l'état, du coup, ouais, il est pas officiellement dans le roster, mais du coup, ouais, Malcolm Brogdon qui t'apporte vraiment ce qui te manquait, moi je trouve, en finale, de la créativité et pour suppléer Marcus Smart, parce que on voyait que voilà, Derrick White il peut aller en mission et tout ça, mais il te fallait quand même un organisateur, et là Malcolm Brogdon il est parfait dans ce rôle-là. Parfait. Alors, je trouve que Smart est un peu sous-estimé dans son playmaking. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et Brogdon, surtout ce qu'il va apporter, Brogdon, c'est de la polyvalence. La propreté aussi. Euh, en fait, l'avantage à Brogdon, c'est que tu vas donner à ton coach une possibilité de line-up incroyable. Tu vas pouvoir jouer avec Brogdon à côté de Smart, Brogdon à côté de White. Je serais même pas surpris que sur certaines phases, Tatum soit en 4 et que tu aies une line-up Smart, Brogdon, White par exemple, sur vraiment des courtes séquences pour faire reposer Jalen Brown par exemple. Parce que en fait, t'as que des joueurs qui défendent quasiment. Et, et là encore, on parlait de Brad Stevens. Brad Stevens a réussi à récupérer Brogdon sans lâcher de joueurs de la rotation. En dehors de Tice, mais Tice, on l'a vu en playoff, il était quasiment plus dans la rotation. Donc là, en fait, tu viens de rajouter un joueur qui pourra jouer minimum une vingtaine de minutes en playoff en échange d'un gars qui en jouait quasiment pas. Donc tu viens tout simplement de rajouter de la rotation, et c'est ce qu'on disait au début. Pour moi, c'était un des gros défauts des Celtics la saison dernière, c'était la profondeur de banc. C'est ça. Les gars, du coup, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, j'ai pas grand chose à rajouter quand c'est Titouan qui s'exprime parce que parce que c'est trop. Je parle trop, désolé. Ah non, mais c'est parfait, c'est juste parfait. Bah, totalement d'accord. Malcolm Brogdon, on arrive à le choper contre Daniel Tad et des Et des Kit Kats, on va Quicks, dire. quoi. Ouais, on peut dire ça. Et oui, on chope un meneur créateur qui a déjà fait plusieurs fois ses preuves et qui est rookie de l'année, même si les gens disent que ce rookie de l'année, bref, les gens on peut oublier. Mais oui, et puis le seul problème forcément à Malcolm Brogdon, ça va être la dimension blessure. Parce qu'on sait qu'il a jamais joué une saison complète. Donc on va croiser les doigts, et c'est pour ça que je suis très content qu'on le fasse sortir en six-man derrière Marcus Smart, parce que Titouan l'a dit, Marcus Smart c'est déjà excellent en playmaking. Malcolm Brogdon c'est excellent en playmaking, donc ça permettra d'avoir vraiment une seconde unité qui va vraiment tous se concentrer autour de Malcolm Brogdon avec des joueurs qui vont l'aider. Donc on est devenu, pour pas grand chose, même pour donner en pas grand chose, on est devenu une équipe meilleure grâce à l'intersaison. Et oui, Brad Stevens, c'est du génie ce qu'il fait. C'est ça aussi, et c'est dommage aussi d'avoir que tu as attiré aussi Danilo Gallinari, qui était quand même aussi une super idée. Bon, il s'est fait les croisés, ça pue très fort pour Danilo, Ouais. même au-delà de cette année qui sera blanche sûrement. Il y a des bruits sur Carmelo, vous en pensez quoi les gars là, de ça? Est-ce qu'il manque vraiment un poste 4 scoreur? Alors, poste 4, je sais pas. Par contre, c'est vrai que je voulais en venir sur Gallinari. C'est qu'elle nous fait un peu mal cette blessure, dans le sens où moi j'avais des petits doutes sur la défense de Gallinari en playoff. J'attendais de voir ça. Mais par contre, c'est vrai qu'offensivement, ça nous apportait une option supplémentaire en rotation, même si c'était sur une quinzaine de minutes. Et donc là, on perd encore un peu de profondeur. Alors, on la perd pas parce qu'on avait récupéré Brogdon, mais là où on aurait pu rajouter 2 joueurs dans la rotation, au final, on rajoute que Brogdon. Donc c'est vrai que ça nous fait un peu mal. D'autant plus que sur les ailes, enfin on va dire sur le poste 3-4, c'est vraiment là où on est un peu light. Il y a Tatum, derrière t'as Grant Williams. Bien sûr t'as Horford qui joue un peu 4. Mais c'est vrai que sur la rotation poste 3-4, c'est un peu léger. Est-ce Je que pense que ça va chercher Gershon? En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties dans les médias américains, comme quoi Sam Hauser était bien apprécié des Celtics et qui pourrait être celui qui en bénéficie. Après, bah voilà, ce sera à lui de le prouver pendant le training camp, pendant les entraînements, pendant la saison. Mais en tout cas, c'est lui qui pourrait se retrouver avec quelques minutes, voilà, je sais pas, peut-être 7-8 minutes par match, j'en sais rien.
Après, pour répondre à ta question sur la rumeur Melo, elle est pas dénuée de sens. Après, moi, je suis pas fan dans le sens où je préfère limite avoir un gars qui est plus, qui peut t'apporter moins de, comment dire, de drama, on va dire. Même si c'est un peu calmé ces dernières années, Melo, je sais pas si c'est le gars qui peut accepter, parce que chez nous, Melo, il vient, clairement, il joue pas plus de 12 minutes par match, je Il pense. Hein. peut, si c'est le Melo de Portland, sûrement, ça fit. Après, il y a toujours cette interrogation, comme tu dis, sur son acceptation d'un rôle. Et, Mais et défensivement. ouais, Autant j'avais des doutes sur la défense de Gallinari, autant sur celle de Melo, j'ai pas de doute. Je sais qu'elle est nulle. ouais, c'est ça. Et on remercie Skrems et Blitzrins qui viennent de nous follow, les gars. En plus, on est 40 bientôt pour la fin de ce grand marathon. Des grands saluts à tout le monde. Et donc ouais, au niveau de quelque chose à rajouter sur ce roster? Euh, Euh, Ouais, je voudrais Pas juste grand. rajouter un point sur Derrick White. Je Vas-y. voudrais juste rajouter vite fait sur Derrick White, c'est que Derrick White, il a été un peu décrié parce que bon, il a eu des performances parfois bonnes, parfois moins bonnes. Faut pas oublier qu'il est arrivé au mois de février chez les Celtics et t'arrives comme ça dans une équipe en cours de saison. C'est jamais simple de s'intégrer et moi en tout cas, c'est un des joueurs que je vais le plus suivre la saison prochaine parce que j'en attends beaucoup de lui. Je suis persuadé qu'en termes de fit, il peut vraiment beaucoup nous apporter. Et voilà, et je pense une intersaison complète avec son équipe, à travailler un peu les relations avec ses joueurs, avec ses ailiers et tout, ça peut vraiment être bénéfique aussi bien défensivement qu'offensivement. Donc ouais, moi j'attends beaucoup de Derrick White la saison prochaine. Ok. Va falloir voir comment ils s'adaptent avec un vrai training camp, une vraie intersaison et puis le petit passif qu'ils ont eu l'année dernière. Donc ouais, ça va être intéressant. Enzo, du coup, toi, sur ce roster, ou même Vlad, hein, n'hésitez pas. Ben moi, je trouve quand même que ça manque de solutions à l'intérieur. Une fois Horford, Williams pas là, on sait que Horford c'est un papy, Williams il est border injury prone, on va dire. Donc j'ai un peu peur de ça, même si oui, Tatum et Grant peuvent jouer en 4. Mais en 5, ça restera compliqué quoi qu'il arrive. Même en playoff, ça restera compliqué de pallier ce secteur-là une fois Williams sur le côté. Après, j'ai envie de dire, j'espère qu'il n'y aura pas le syndrome, enfin le syndrome, non, pas, que vous n'allez pas trop faire dans la dentelle avec certains joueurs. Par exemple, je prends Pritchard, je sais que Pritchard a beaucoup de codes parmi les fans, qui est très aimé. Grant Williams aussi. Mais au bout d'un moment, il faut admettre qu'ils sont assez limités. Et je me demande s'il ne faudrait pas profiter du fait qu'ils soient au meilleur de leur forme, au meilleur de leur cote, pour essayer de les refourguer, pour avoir quelqu'un qui puisse justement pallier ces absences au poste 4-5. Alors pour Grant Williams, je vais laisser Kevin en parler parce que je pense qu'il s'y connaît encore mieux que moi. Mais pour Pritchard, je suis plutôt d'accord. Et c'est déjà quelque chose que je voulais faire il y a quelques années. Enfin, il y a quelques années, l'année dernière déjà. Et je pense vraiment que ouais, Pritchard, faut sauter sur l'occasion parce qu'il a ses limitations. Il nous apporte du spacing, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur shooter de notre équipe. Et parfois on en a besoin, c'est vrai. Mais je pense que c'est un profil que tu peux trouver, je vais pas dire assez facilement, mais maintenant avec le côté franchise mythique, le fait qu'on est vraiment très compétitif, je pense qu'un shooter comme ça, ça se trouve, tu peux le trouver en free agency ou via des trades sans trop lâcher. Donc s'il a une cote haute, ouais, moi je serais le premier à dire, je l'aime beaucoup, mais je serais le premier à le trader si vraiment ça peut nous aider à passer un step. Grant Williams, moi je pense qu'il peut vraiment nous être très utile, mais là je vais laisser Kevin en parler. Merci. Allez, Kevin. Alors, un avis totalement non biaisé et absolument objectif va être promis sur Grant Williams. Je pense très clairement que Grant Williams peut effectivement nous apporter dans l'effectif parce que c'est en fait de base par rapport à comment il jouait où il n'avait pas vraiment de shoot, c'était pas vraiment utile, mais tu vois, il s'est développé, il a vraiment développé un shoot. Aujourd'hui, il était quasiment en 50-40-90 la dernière saison. Les gens n'ont pas beaucoup parlé, mais ça tourne quasiment en 50-40-90.
Et ouais, ça apporte. Avoir un shooter en extérieur, on l'a bien vu avec l'équipe de France, avec un gars comme Yabusele, ancien de Boston d'ailleurs, qu'on salue bien. C'est vraiment super utile dans une équipe, dans n'importe quelle équipe d'ailleurs. Hmm. Donc je pense qu'il peut nous faire beaucoup de bien quand Tatum ou Brown sont ciblés. Tu fais la passe à Grant et il peut trouver des solutions à l'intérieur ou même à 3 points. Donc c'est vraiment ce Je, genre pe- de joueur un peu free and D que j'aime bien, quoi. je pense qu'il a trop de, par rapport à un 3D basique, il a trop de skills ou de caractéristiques Ouais. importantes pour se dire, ouais, un 3D comme ça, j'en trouverai ailleurs. Ne serait-ce Ouais. que dans l'acceptation du rôle, dans sa capacité à pouvoir défendre plus grand que lui, parce il est très tanké et même s'il est un peu petit, il Oh peut. là, moi je l'ai souvent on l'a- comparé à PJ Tucker, hein. Un petit Ouais, PJ voilà. Tucker. Ouais. Ouais. Par exemple, ouais. Et je pense que c'est des joueurs qui sont plus importants que leur apport, comment dire, que leur niveau, leur talent sportif, on va dire, leur talent basketballistique. Après, ça veut pas dire qu'il est intradable. Si jamais il faut l'envoyer, il y a eu des rumeurs pour Bill, il y a eu des rumeurs pour Lillard, il y a eu des rumeurs pour beaucoup de joueurs. Si vraiment faut mettre Williams dans le package, en fonction du joueur qui est en face, bien sûr que je le ferai. Mais je pense que c'est un joueur qui est beaucoup plus important. Je pense que c'est notre meilleur role player d'ailleurs. C'est du hustle, Euh, c'est de et l'énergie, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Ah, des trucs qui sont c'est ça. difficilement quantifiables en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est un peu notre Absolument. Marcus Smart du front de courte. Un Marcus C'est- Smart dopé aux hormones, quoi. C'est ça. Avec des plus gros bras. C'est ça, quoi. Non, mais c'est vrai, Ah, mais- ouais. Il y a Jedi et Padawan qui donnent les Tucker, Green, Iguodala, ce genre de 3D, ce genre de poste 3-4, là, un peu tanké, petit, mais que, vas-y, pour bouger, c'est chaud, quoi. Et le mec, C'est il clair. va laisser sa vie sur le parquet, tu vois. En fait, c'est le genre de joueur, c'est pas super sexy, mais c'est des joueurs comme ça que tu as besoin pour gagner un titre en fait. Exactement, je pense Et que ça, en fait, pour gagner un titre, tu es obligé d'avoir des joueurs de devoir qui acceptent de faire la merde, entre guillemets, de faire le sale boulot. Faut Et toujours. Grant Williams fait partie de ces gars-là. Il en faut toujours, c'est je, clair. je peux me permettre de rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, surtout vis-à-vis de la profondeur de banc. Moi, peut-être le petit pépin que je peux avoir concernant le banc, malgré que Peyton Pritchard soit un excellent scoreur, hein, parce qu'il est clairement là pour ça et apporter sa vista. Mais est-ce que en dehors de lui, c'est pas un peu limité au scoring proprement dit en termes de création, parce qu'on sait que Pritchard c'est très streaky, on va dire. Donc du jour au lendemain, ça peut être une énorme performance en sortie de banc, comme ça peut être le désert. Malheureusement, c'est ce qui arrive pour ce type de profil. Est-ce qu'il manquerait pas, on va dire, vraiment une valeur sûre en sortie de banc qui puisse apporter, quoi qu'il en est, entre 10 et 15 points toutes les nuits? Bah, je écoute, pense que- c'est ce que devait être Danilo Gallinari en fait. C'était ce que devait Oui, être voilà, Danilo. oui. Voilà, mais les croisés, tu connais. Donc, Oui. Tendinite Non, aussi. mais Ouais, ouais, ça je pense que c'est vraiment ce que Gallinari et Brogdon aussi pouvaient apporter. Alors Brogdon pourra le faire, même si c'est un registre un peu moins scoreur first, on va dire. Mais ouais, c'est ce que devait apporter Gallinari. Après, je pense, et ça regroupe avec, je sais plus, je crois que c'est Enzo qui évoquait ses craintes dans le secteur intérieur. De manière générale, les Celtics, parce que là, sur la charte que vous avez mis, Vonleh et Caboclo sont, je crois pas qu'ils soient en sous-contrat, en fait. C'est des contrats pour le training camp. Alors, Et- selon ESPN, du coup, ils y étaient. Mais je veux bien te croire, du coup. Peut-être qu'ils les ont intégrés, mais... En tout cas, il me semble qu'il y a encore 2 voire 3 spots officiels, on va dire, d'ouverts pour le roster des Celtics. Et je serais pas étonné qu'on commence la saison avec 1 voire 2 spots de libre. Et en fait, attendre comme ça l'opportunité au cours de la saison, peut-être à la trade deadline ou quand il y aura des buyouts ou des trucs comme ça. Et chercher un pivot vétéran qui se fera cut. Voilà, au niveau de la. Il y aura les marchés du buyout. Je serais pas Coucou, surpris que ça se passe comme ça. Coucou André Drummond. Non, merci. Non, non, ça va aller. Je pense que je préfère voir Luc Cornette que. Oh, Drummond, Ouais, il est bien à pareil, Chicago, ouais, là. on- Laissez-le. Quand même, vous êtes dur. Laissez-le. Il est bien à Chicago, Non, là. réaliste. Derrière. Il y a Cousins de dispo. Oui.
Ouais. On a vu qu'il a pu faire des bonnes choses là à Denver en fin de saison et même contre les Warriors sur certaines petites périodes. Ça peut être ce profil-là qui peut te mettre 15 points et 7 rebonds là. Pourquoi pas, hein. Je pense que le pivot, enfin l'intérieur qu'on prendrait, ce serait vraiment un rim protecteur et Cousine, je sais pas si c'est vraiment le profil qui fitterait le plus, même si je suis d'accord je pense qu'il lui en reste un petit peu dans le gaz. Par contre, je pensais, il y a beaucoup son nom qui est sorti, c'est Dwight Howard. Et Dwight Howard, il est un petit peu cramé, mais je pourrais entendre. Je peux comprendre les arguments qui disent que Dwight Howard peut faire du bien, surtout que en termes de drama, tout ça, il s'est beaucoup calmé ces derniers temps. Mais voilà, après, c'est un peu cramé, mais de toute façon, quand tu vois ce qui reste de dispo dans ce profil de rim protecteur, à ce stade de la saison, si vraiment tu veux en trouver un, tu fais pas la fine bouche. Ou alors tu envoies des assets pour vraiment en chercher un, mais c'est un mec qui va jouer une dizaine de minutes par match. Tu veux pas lâcher non plus un premier tour pour un gars qui va jouer 10 minutes par match. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah messieurs, je pense on a bien tourné sur cette question du roster. On a une petite question pour la dernière grosse question du coup. Je vais remonter mon petit document pour voir laquelle c'est quand même. Ah bah oui, forcément. Existe-t-il un autre objectif que le titre cette saison? Ah oui. Je pense qu'avec la saison passée, je crois pas. Je pense que si on était sorti au deuxième tour des playoffs, par exemple, ce qui n'aurait pas été un scandale hein, de se faire sortir par les Bucks, je pense pas, parce que on sait que voilà, Tatum, Brown, ça reste assez jeune. Après, on sait que la NBA, ça va très vite. Donc, dès que tu as une opportunité, dès que tu as une fenêtre ouverte, pas faire la fine bouche et faut la tenter parce que tu sais pas quand est-ce qu'elle va se rouvrir en fait cette opportunité. Un le hit. Oui. Par exemple. Donc ouais, non, je pense qu'il y a pas d'autre objectif, surtout après les dernières finales. Je veux juste nuancer un truc, faut pas oublier que les Celtics vont en finale NBA. Et là, je pense que la Six Nation va me tomber dessus. Mais c'est aussi pas mal de concours de circonstances. Même si de toute façon, pour aller en finale NBA ou pour gagner un titre, il y a toujours une part de chance. C'est clair. Faut pas oublier qu'on sort des Nets qui sont clairement pas à 100%. On sort des Bucks qui n'ont pas Middleton. On sort le Heat qui a... Alors même si nous aussi on a eu des blessures, hein, mais le Heat qui a eu un Kyle Lowry qui jouait sur une demi-jambe. Et clairement, je pense que limite s'il jouait pas, ça aurait été mieux. Tyler pour Hero eux. aussi. Hein. Tyler Hero qui a loupé beaucoup de matchs. Donc voilà, je dis pas que les Celtics n'ont pas mérité leur finale la saison dernière, mais voilà, faut pas oublier que du coup toutes ces équipes-là seront peut-être renforcées. Il y en a peut-être même d'autres qui se sont renforcées et que du coup c'est pas parce qu'on a été en finale NBA cette année, enfin la dernière saison, que si on n'y va pas cette saison, ce sera forcément un scandale. En fait, faudra voir c'est comme tout, faudra voir le contexte et les circonstances, mais l'objectif c'est le titre, oui c'est clair. Ouais, c'est ça. Ouais, Là, c'est totalement en plus, clair. t'as ton groupe, t'as perdu personne, tu t'es renforcé. Il y aura sûrement une autre arrivée du coup dans le secteur intérieur. Donc ouais, enfin, let's go, on prend les mêmes et on recommence quoi. Et oui, la concurrence s'est renforcée à l'est, à l'ouest aussi, mais bon, voilà, déjà tu arrives en finale NBA. Limite, j'aurais pu mettre, existe-t-il un autre objectif que la finale NBA, tu vois. Déjà, faire aussi bien. Mais voilà, toi, t'as pas à rougir de ton parcours, de ton groupe et voilà, let's go quoi. On repart. En fait, je pense qu'il faut faire une différence entre l'objectif qu'ont les joueurs et le coaching staff au début de la saison et à quel moment, en fonction de ce qu'ils font, en fonction du niveau qu'ils atteignent, à quel moment on est déçu ou pas. Je pense que leur objectif dans la tête, bien sûr, c'est le titre, parce que quand tu as été en finale NBA, tu veux y retourner et tu veux gagner le titre. Après, à quel niveau, nous, les fans voilà, ou de NBA ou des Celtics, on est déçus de cette équipe? Si jamais, par exemple, les Celtics, ils vont en finale NBA, mais qu'ils reperdent, est-ce qu'on est déçu ou pas? Tout dépend. Je sais pas, en fait. Ça dépend de qui t'as en face, Ouais. ça dépend des circonstances, est-ce que t'as des blessés ou pas, ça dépend de plein de choses. Mais comme ça, de manière globale, je pense que si les Celtics retournent en finale NBA avec le groupe qu'ils ont, sachant que la plupart des joueurs sont sous contrat pendant encore 2-3 ans, je sais pas si je serais pas déçu dans le sens où je me dirais pas bon c'était cette année ou jamais en fait. Pour aller même plus loin sur la question, c'est surtout si vous allez
vers le titre ou au moins vers une finale, même si c'est une finale de conf, hein, je pense que même une finale de conf, vu le niveau qui peut être proposé par l'Est, notamment au vu des effectifs, vous n'auriez pas, je pense, non plus trop à rougir. Mais c'est surtout, est-ce que là, ce qui va pas être le plus scruté, ça va être la manière avec laquelle vous allez arriver à ce stade-là. Est-ce que Totalement. vous continuez dans la dynamique et que vous faites une saison à 60 victoires, ou est-ce que vous préférez... Alors, est-ce que vous préférez vous arrêter, par exemple, sur une finale de conférence, mais avoir une saison à 60 victoires avec une dynamique, mais malheureusement, vous êtes tombé sur plus fort, par exemple les Bucks, hein, pour vous citer un exemple comme ça, ou est-ce que vous préférez aller sur une finale, alors après la gagne ou la perte, j'en sais rien, mais sur une saison, on va dire, un peu plus, où vous avez un peu plus traînassé, on va dire, avec une saison à 48, 50 victoires maximum, mais avec quelques pépins physiques tout le courant de saison. Je te laisse répondre, Kevin, parce que j'aime pas Ouais. cette question. Je sais pas quoi répondre. Ce que je vous souhaite pas, hein, les blessures, bien sûr. Ben écoute, la question est vraiment, vraiment difficile, donc excellente question, voilà. Et si je devais répondre, je dirais, en vrai, l'objectif final, ça reste toujours les finales. Donc, existe-t-il un autre objectif que le titre? Je vais en profiter pour y répondre. Pour moi, non. Mais il y a aussi des objectifs dans la manière, être plus solide, solide que cette année. Mais pour répondre à ta question, je dirais que l'objectif, ça reste les finales, mais c'est dommage qu'on puisse pas combiner les deux, parce que. Mais s'il faut faire un choix, c'est difficile, mais ouais, je dirais objectif final, mais vraiment, elle est vraiment à peu de choses près. Si les pépins physiques sont pas trop graves, si c'est genre des tout petits pépins physiques, ça empêche pas les joueurs de jouer. Comme cette saison en playoff, pourquoi pas, mais de toute façon, on peut pas s'espérer à une saison en 60 victoires. La dernière fois qu'on a espéré ça, c'était la saison de Kyrie. On sait tous comment ça s'est terminé. Donc, moi, je privilégierais les finales, personnellement. Moi, je suis Il y a, d'accord il y a avec aussi autre chose qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce que va faire Ime Udoka. On lui a souvent reproché de pas assez faire tourner, alors aussi parce qu'il n'avait pas énormément de solutions sur le banc, mais du coup que des Tatum, Brown jouaient quand même beaucoup de minutes, et parfois quand c'était déjà mort le match, quand le match était déjà plié. Ça va être intéressant de voir maintenant que l'équipe a plus de certitude. Est-ce que justement il va vouloir faire une saison un peu à la Clippers entre guillemets, où tu laisses plus reposer tes stars, alors peut-être pas les faire jouer du tout, mais les sortir plus tôt dans les matchs, restreindre leurs minutes, quitte à finir que 3e ou 4e de la conférence, où il va vouloir jouer, et ça a l'air d'être plutôt son caractère, de jouer tout pour pourquoi la pas faire gagne. une Miami Heat aussi, un peu dans le sens où Butler, on voit bien qu'en saison régulière c'est minimum, et par contre après il arrive en playoff et il augmente ses stats de 6 ou 7 points là, et puis et voilà, peut-être un peu plus de gestion et aussi plus de régularité dans la saison régulière, parce que tu peux pas continuer à faire des sprints là dès janvier, tu vois. Là faut que début de saison, j'ai pas votre calendrier en tête vraiment de On manière commence par les Sixers. Ouais. C'est tout ce que je... mais toi tu dois au Sans bout de 10 difficile. matchs, tu dois pas être même pas à l'équilibre, tu dois être vraiment genre en 7-3 ou un truc comme ça, et te dire ok, on est de retour, on est encore là et faut compter sur nous. Et après, si t'as cette régularité, vu que t'as un effectif pour moi plus complet, plus dense, là tu peux te permettre du coup de faire jouer moins de minutes. Tu vois, par exemple, Marcus Smart, Tatum, les laisser reposer, parce que tu sais qu'au cas où t'as Brogdon qui peut s'occuper de la création. Et puis Brogdon, il est tout à fait capable de mettre sa vingtaine de points, hein, mine de rien. Hein. Ouais, complètement. Non mais complètement, je pense vraiment que c'est en fait la saison, on va voir la mentalité qu'a Udoka, et ce qu'il va vouloir reposer un peu plus en se disant ok, j'ai appris de mes erreurs. Enfin, après c'était pas de sa faute, comme tu as dit, on partait tellement de loin qu'il était obligé en fait de faire jouer ses meilleurs joueurs pour remonter au classement. Mais est-ce qu'il va se dire bon bah en finale NBA on est arrivé cramé, il faut que j'économise plus mes joueurs en saison régulière, ou est-ce qu'il va se dire bah non, on est là pour tout gagner, et il va tenter de faire d'aller en finale NBA tout en faisant une saison à 58-60 wins. Ça va être vraiment intéressant de voir comment Udoka s'adapte après sa première saison en tant que coach. Voilà, comment il s'adapte. Ça va être vraiment intéressant à voir. Ouais, Ouais. le coaching de Ime va être passionnant à suivre, je suis C'est d'accord ça. là-dessus.
Et si je devais retenir même un point exact, pour moi, une équation importante, c'est l'utilisation de Malcolm Brogdon dans le système d'Ime Udoka. Combien de minutes vont-ils le faire jouer? Parce que Malcolm Brogdon, il est clairement là pour faire reposer nos cadres. Donc combien de minutes Ime va-t-il les faire jouer? Va-t-il décider de faire jouer des 35-40 minutes en SR, ce qu'on a pu voir cette saison? C'est vraiment toute une équation. Et pour moi, Malcolm Brogdon est globalement le centre de l'équation parce que c'est vraiment à partir de lui qu'on verra les distributions de minutes envers nos Jazz ou envers les autres joueurs. Très bien, messieurs. Pour poursuivre cette grosse question, je vous propose quelques petites questions, un peu. Ok. Vous les avez peut-être vues dans les autres previews. Des questions, réponses rapides. De toute façon, on vous met on the spot, comme on dit, et puis bim, ça répond du tac au tac. Question numéro 1. Est-ce qu'on aura encore des rumeurs de trade autour de Tatum et Brown cette saison? Oui. Tant qu'ils gagneront pas un titre, oui, Malheureusement. Surtout Brown, qui est dans sa dernière année de contrat, Mm. et qui sera forcément agent libre, parce que pour lui, s'il signe une prolongation maintenant, vu qu'il n'avait pas signé un contrat max, ça signifie s'asseoir sur beaucoup de millions. Donc en fait, même si les Celtics le veulent et que lui veut rester aux Celtics, il faudra obligatoirement qu'il passe par la case Free Agency pour prendre le max de son contrat, quoi. Nickel. Écoute, on nous dit 2 ans, Brown. Jedi et Padawan. Oui, ils ou disent- peut-être 2 ans. je Oui, sais oui, c'est plus. ça. Mais enfin, Mais oui, pour ce que signer je veux dire, cette c'est que c'est à partir, voilà, il est éligible à la prolongation à partir de cette année. À partir Mais d'octobre, 1er octobre, ouais. Très bien. Et il est Voilà, faut juste s'attendre, faudra pas être surpris si, parce qu'il va pas prolonger. Enfin, Ouais. il va pas prolonger, je veux dire, il va passer par la case Free Agency pour avoir son plus gros contrat possible. Et du coup, voilà, faudra pas s'étonner qu'il y aura forcément des rumeurs, faudra pas s'inquiéter en tant que fan des Celtics en se disant ah c'est bon, Brown va partir. Non, c'est juste que pour lui, c'est s'asseoir sur, alors je sais, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est une vingtaine ou une trentaine de millions s'il prolonge comme ça. Ouais, non, mais. Alors, je remercie juste Pirlo qui a lâché son prime pour TBA. Beaucoup d'amour. Et puis, Sengun FR qui vient de follow. On vous apprécie, les gars. De toute façon, on va conclure après. On va remercier tout le monde juste après. Mais bon. Question numéro 2. Smart, Brogdon, White. Qui sera ton facteur X en playoff? Oh. Waouh. Malcolm Brogdon. Ok. Malcolm Brogdon pour ce qu'il va apporter, pour le playmaking qu'il va mettre. Ça se joue vraiment difficilement avec Marcus Smart, qui on sait est un défenseur, est un vrai bulldog, défenseur de l'année. Mais Malcolm Brogdon, parce qu'il a une dimension du jeu qui est vraiment presque nouvelle pour les Celtics. Donc en fonction de comment il va réussir à distribuer la balle et comment il va jouer de son côté, c'est lui qui va être facteur X. Et pourquoi? Et pour toi, Titouan? J'aurais bien voulu dire Derrick White, mais je pense qu'il aura pas assez de temps de jeu. En tout cas, en saison régulière, je pense que lui ce sera pas mal un Factor X. Et en playoff, celui qui sera pour moi la définition même du Factor X, c'est Smart. Et pour moi, Smart, c'est vraiment la définition même du Factor X dans le sens où si on gagne, il peut te faire gagner un match comme il peut te le faire perdre en fait, en fonction de sa sélection de tir, en fonction de sa défense. Pour moi, Marcus Smart, voilà, en fonction de s'il épure sa sélection de tir, qui continue à montrer ses progrès en playmaking, qui continue une défense comme ça, il peut vraiment te faire gagner. C'est le Draymond Green un peu des Warriors, quoi. Il peut vraiment te faire gagner une équipe. Mais à côté de ça, il peut aussi péter des câbles des fois, faire Ouais. des pertes de balles à la con, de prendre des pull-ups à 3 points en montée de balle alors qu'il reste 20 secondes sur le chrono. Donc pour moi, c'est vraiment le factorisme, Marcus Smart, c'est la définition même. Très bien. Question numéro 3. Dunk de Tatum sur LeBron ou le buzzer beater de Tatum contre les Nets? Oh, le dunk, le dunk. Dunk tous les jours. Déjà, Parlez j'aime bien, pas messieurs, LeBron. s'il vous plaît. Déjà, j'aime pas LeBron et en plus, il est rookie, je crois, en plus à l'époque. Ouais. Oui. Donc ouais, non. c'est Ouais, trop il flex juste après et tout. Enfin, Ah ouais, non, c'est trop. Ouais. Non, mais Pour que LeBron le lui dunk, mette 48 points le match d'après. Ouais. ouf. en fait, Non, on n'entend pas bien. Je passe sous un tunnel. Non, mais le buzzer beater, c'est un gros. J'ai presque un gros coup de chance parce que Tatum il va et il pensait que Smart allait tirer. Mais le dunk, c'est iconique. Le c'est spin, il est contre pas mal. LeBron. Sur le buzzer beater, il va vite. Hein. Bah, Ouais, moi, il je va fais vite, ça, je me mais fais on les pensait croisés. que-
Les Je deux. pensais que Smart allait tirer. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Donc, Ah ouais, non mais. Et puis, je pense, honnêtement, pour revenir là-dessus, je pense que votre parcours. Enfin, vous aviez déjà fait une remontée quand même assez fantastique en fin de saison régulière. Et ce buzzer beater-là, il vous lance vraiment vers les finales. Genre là, après ça, il y a un surplus de confiance. Rien ne pouvait vous arriver, je trouve. Bah, c'est un soulagement, surtout qu'en plus il y en avait beaucoup qui se disaient, et même moi j'étais pas forcément ultra serein, qui se disaient tomber sur les Nets de KD au premier tour, c'est le genre de truc où en fait tu finis deuxième de conférence mais tu vas finir par sortir au premier tour. Mais C'était la ça. match-up que personne voulait avoir. D'ailleurs il y en avait plein qui disaient qu'il y avait plein de franchises qui avaient déclaré, enfin pas les franchises en elles-mêmes, mais plein de joueurs qui avaient sous-entendu qu'en gros on voulait éviter les Nets, donc on a fait exprès de perdre quelques matchs, quoi. Pas être dans le tableau des Nets. c'est ça. Surtout qu'au Game 1 à Boston, Kyrie, il vous salit en plus. Hein. il nous fait une mixtape. Oui, en plus. Ouais. Donc mais la entre- dynamique entre- peut clairement changer. Juste sur ce buzzer beater, ça se trouve, tout change, quoi. Entre le talent de KD, et l'historique Celtics Kyrie, c'était vraiment la match-up, autant ultra passionnante pour les fans, mais je pense que c'était celle qu'il fallait à tout prix gagner parce que c'était la plus risquée, je pense. Ouais, je pense Ouais. aussi. Du coup, on revient sur Et du coup, Tatum. si je peux en Ah, rajouter, vas-y. t'as dit le dunk de LeBron ou le buzzer beater sur les Nets. Moi, je vote pour le buzzer beater en finale 2023 au Game 7. Ouh. Ouais, à la Kyrie quoi. Pourquoi pas. Alors là, écoute, ça sera. Sur la Mais tête de sur qui Stephen On Curry. enregistre. Sur la tête de Stephen Curry. Ok. Ouais. Du coup, avant-dernière question, Tatum, c'est un Celtic forever? Non. Ah, Bah, je vais pas m'attirer que des amis, mais je vais dire non aussi. Hmm. ouais. Difficile à dire, mais non. Ouais. En fait, je pense que il aime trop Kobe et les Lakers pour pas aller faire une pige aux Lakers. Ouais. Ouah, de la ouf. trahison. Après- C'est ça. Exactement. Après, est-ce que ce sera à son prochain contrat? Est-ce que ce sera en dernière année de sa carrière comme ça pour le clin d'œil? Je sais pas, mais j'ai du mal à ne pas voir Tatum faire au moins une saison aux Lakers. Bah, le Mais truc, c'est surtout que que- Tatum, s'il demande conseil à Kobe par message, il va pas forcément lui répondre. Donc, Oh. Hors-jeu là, monsieur, hors-jeu. Ouais, ça va, ça va. C'est la fin, là. C'est bon. Oh, moi, j'aime bien, mais moi. Tout ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde, en vrai, il n'y a pas tant de les Celtics for Life que ça. Il y a Larry Bird, il y aura sûrement Marcus Smart, mais après, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est Aïe, 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 pareil aïe, que non, Paul mais Pierce, bon. en fait. Après, si le for life, c'est vraiment, il fait toute sa carrière là-bas, ouais, je pense Bien pas. sûr. Après, Bah oui. après si c'est, voilà, si. Et non, Après, attends. c'est toujours pareil, tu vois. Si les Celtics, avec Tatum, Tatum nous ramène, je sais pas, 2 titres, et qu'il fait encore un contrat max qui nous ramène 2 titres, et que du coup, à 32 ans, il veut partir jouer aux Lakers, bah, ça fera toujours chier, mais bah, merci pour les services rendus. Voilà, tu Ça. seras parmi les meilleurs joueurs de l'histoire des Celtics, tu nous as ramené des titres, et c'est déjà énorme. Après, Très si bien. maintenant c'est là, on gagne pas de titre, on cale toujours en finale NBA ou en finale de conf, et que son prochain contrat, il part en tant qu'agent libre aux Lakers, ah, là, ça fera plus chier. Ouais. Il nous ferait une belle Ouais, mais- KD. My next chapter, Lakers. Je le vois faire comme Paul Pierce en fait. Paul Pierce, il est fan des Lakers de base, va aux Celtics, devient amoureux des Celtics. Mais il y aura un moment où soit il se fera trader parce qu'il commencera à devenir vieux. On verra avec Brad Stevens ou un autre GM. Soit il décide de partir parce que, comme a dit Titouan, bah, c'est un fan de Kobe, c'est un fan des Lakers. Il a grandi comme ça. Donc j'espère en fin de carrière, quand il nous aura ramené 2 ou 3 titres, croiser les Ouais, doigts pour rester devant les Lakers. J'allais t'en parler. Mais verra. du coup, bah, les gars, pour terminer, votre niveau de confiance pour la saison à venir, là, sur 10? Par rapport à l'objectif du titre, Ouais, par rapport à l'objectif cette saison. 8. ah, si l'objectif c'est le titre, je suis désolé, mais moi je vais dire que 6. 6, Ouais. Ouais. 6. Bah, il y a beaucoup de concurrence, hein, quand même. C'est ça. Que ce soit à l'est ou à l'ouest, il y a beaucoup de concurrence. Et on sait qu'en fait, gagner un titre NBA, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, dont le facteur chance, qui est difficilement quantifiable et gérable, que ouais, c'est chaud. Surtout, encore une fois, faut pas oublier les circonstances dans lesquelles on a été au titre la saison dernière.
Oui. où on a eu quand même un peu de chance, on va dire, entre guillemets, même si on l'a mérité. Donc si l'objectif c'est le titre, je vais dire 6. Si l'objectif c'est finale de conf ou finale NBA, là je serais un peu plus serein, entre guillemets, je dirais un bon 8. Mais Ok. l'objectif titre, ouais, 6. En fait, je sais même pas d'ailleurs, de manière générale, sans parler des Celtics, je sais même pas s'il y a une franchise en NBA sur les 30 cette année où tu peux te dire, bah, je suis serein à 9 sur 10 qu'on va gagner le titre. Non, non, là c'est trop. On disait ça, on a dit ça pas mal de fois, c'est que t'as vraiment une homogénéité par rapport aux années précédentes où, bah, tu vois, la rivalité Warriors-Cavs, t'avais vraiment. Bah, tu savais que la finale, il y avait de grandes chances, c'était Golden State-Cleveland. Là, Ouais. pour moi, C'est ouvert. tout le monde peut taper tout le monde en fait. C'est ça. Ah, bah après, quand tu vas pas dans les profondeurs, mais tu vois, les 6-7 premiers de chaque conférence, ça va donner des playoffs hyper serrés. Hein. Ça va être ouf. Et du coup, on finit la tier list. Bon, pas trop de Là, doute. faut faire une C'est nouvelle déjà. ligne. Pas trop de doute, je pense, on les met là, non? Candidat au titre? Oui. Évidemment. Quand même. Il y a pas la ligne GOAT? Il y a la ligne évidence, si tu veux. Y a pas la ligne futur champion 2022-2023 aussi? Ouais, ne soyez pas arrogants, attention au karma, les gars. Attention. Mais non, mais c'est bien. Et elle est plutôt équilibrée, cette tier list, mine de rien, qu'on a faite au fur et à mesure. Tu vois, c'est ce que tu disais, c'est que par rapport à être serein, en fait, quand on regarde la tier list, alors il y a les 4 candidats au titre là que vous avez mis, mais au final, les 6 équipes qui sont en dessous, si elles vont en finale NBA, il n'y a aucun scandale. C'est ça? Et je dirais même dans les playoffables, tu peux même rajouter les Nets, parce que les Nets, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que les Nets, ils peuvent être on sort le tank comme candidat au titre. Bah, les Donc, Nets et les Pels, si Zion joue et que ça clique, les deux là, ça peut aller très haut. Ouais, donc ouais, au final, tu vois, quand tu vois le nombre de franchises qui peuvent rentrer là-dedans, bah t'en as une douzaine. Donc ouais, c'est difficile d'être plus optimiste qu'un 6 sur 10 pour le titre parce que ça dépend de trop de trucs. Ouais, c'est ça. Donc, Je suis d'ailleurs assez surpris que ceux qui ont fait les Hawks ont mis les Hawks en play-in. Pour moi, c'est largement playoffable. Ça a fait les moves pour ça. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense que c'est Écoute, playoffable. Hein. Écoute, tu parles des Celtics, reste sur les Celtics. Voilà, on va faire comme ça. Ouais, non, mais oui, ok, d'accord, excuse-moi Enzo. On est au-dessus des Lakers dans la tier list. Voilà, déjà, c'est bien, regardez-moi ouais. ça, c'est Voilà. pas beau. Non, mais du coup, bah, et voilà, messieurs, le marathon est fini. Oh la vache, j'ai hâte de retrouver mon lit. Que dire? Bah, merci déjà, les gars, Titouan et mince, j'ai oublié ton nom. Kevin. T'as pas honte? Allez, ça va. C'est vraiment un host de merde, hein. Ouais, je sais bien, mais c'est pour ça que je dis pas. Merci les gars d'être venus pour les Celtics à 11h, à 11h du matin, un bon dimanche, juste avant la messe en plus, bah, nickel, tu vois. Ouais. Non, Parfait. la messe, c'est pas à quelle heure, la messe? C'est à midi, il y a le jour du Seigneur, on va dire, allez, c'est comme ça. Mais voilà, c'est merci le jour du Seigneur, d'avoir ce sera été là ce pour les soir, à Celtics. 20h. Merci d'avoir répondu à l'appel. Bah, merci pour l'invitation. Ça n'a pas été le cas de toutes les franchises et tout ça, donc on vous remercie quand même vachement d'avoir pris votre temps pour... N'est-ce pas Grizzlies FR? D'accord. Merci à tous. Ouais, voilà, merci. Il y a le bon vieux Catch and Shoot qui est là aussi. Attends, ma cam, débarque. je vais la mettre là. Et je vais Oh, agrandir. merci quand même. Merci à tous En ceux tout cas, qui sont venus sur merci. le live 24h depuis samedi 12h. On a... Je vais regarder les stats là vite fait. On a obtenu, je sais pas, 50 Grand followers en n'importe plus. quoi. Ah, c'est du grand n'importe quoi. On a eu des fois, même à 2h du matin, on avait toujours une vingtaine de personnes. Franchement, c'était régalade. Je pensais On rappelle vraiment que pas. les gars, 77 personnes à 4h du matin. 3h du matin. 3h du matin pour le Magic. C'est Quand incroyable. Fatboss il a hébergé, on était 77, hein. Ouais, Fatboss, il nous a régalé. Ah ouais, non, mais il y a eu Fat Buzz, il y a eu un raid du 6ème homme quand il a fini. Justin Bob nous aurait, ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais c'était... La solidarité a fait vraiment plaisir. Mm. Et franchement, bah, ça donne de la force. Déjà, on se dit qu'on n'a pas préparé tout ça pendant les dernières semaines là pour rien. Et puis on n'est pas Ouais, resté c'était un debout plaisir. pour rien. Vraiment, c'était un big plaisir. On a beaucoup C'est kiffé. fou, hein. Vous parler entre nous. En fait, je pense qu'on a eu la bonne dose de
de rire, de sérieux, d'analyse. Et franchement, c'était un gros plaisir. Donc, merci à tous. Merci à toute l'équipe Tibier pour l'organisation, pour la volonté. Merci à tous ceux qui ont suivi. C'était vraiment un gros plaisir et j'ai hâte de refaire ça l'année prochaine. Ouais, c'est Je bah, pense que, déjà. si je peux me parler, si je peux me permettre, je pense que je peux parler en l'honneur de tous ceux qui ont été invités. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est vraiment sympa comme concept ce que vous avez mis en place et ce que vous faites. Donc voilà. Bah écoutez, ça fait plaisir merci beaucoup. d'entendre ça, ouais. Ça fait plaisir. Et- Je vais me coucher avec le sourire aux lèvres.